Bismillah. Quand Hannibal, Peter et Bob arrivèrent devant la maison des Jamieson ce soir-là, le crépuscule tombait déjà. Il y a moins de monde que je pensais, déclara le détective en chef. En effet, 3 véhicules seulement stationnés dans l'allée. Une voiture utilitaire verte, une décapotable orange et une grosse berline marron, toute poussiéreuse. Les 3 amis contournèrent la propriété pour l'aborder par derrière. Doris les attendait près du garage. « Les invités sont arrivés, annonça-t-elle. Ils se tiennent dans le salon. Les portes donnant sur le patio étant ouvertes, essayez de le faire le moins de bruit possible. Venez. » En silence, la petite troupe traversa la cour et suivit l'allée jusqu'à l'entrée du patio. Doris s'arrêta tout contre la vigne vierge aux branches retombantes. Hannibal écarta un pan de verdure pour plonger son regard dans le salon, par-dessus l'épaule de Doris. Il vit une assemblée des plus curieuses. Il y avait là 5 personnes qui se tenaient debout autour d'une table. Mademoiselle Osborne portait une ample robe flottante de couleur mauve, avec de larges manches et un décolleté ras le cou. En face d'elle, Hugo Falsel était en noir, comme le jour où les garçons l'avaient vu pour la première fois. Des ombres dansaient sur son visage blafard, qui était éclairé par 2 grandes bougies rouges fichées dans de lourds chandeliers d'argent. Ses cheveux noirs, brossés en avant, lui cachaient la moitié du front, et plusieurs petites mèches pendillaient jusqu'à ses épais sourcils. À gauche de Falsel se tenait une femme très mince dans sa robe orange. Ses cheveux étaient teints comme ceux de Mademoiselle Osborne, mais la couleur n'en était pas heureuse. Le rouge agressif jurait avec l'orange de la robe. Presque en face de la femme aux cheveux de flamme, une blonde bien en chair semblait avoir peine à faire tenir ses formes généreuses dans une robe vert Nil un peu trop ajustée. Le 5e personnage détonnait nettement dans l'assemblée. Les autres se tenaient bien droits, attendant visiblement quelque chose. Lui courbait les épaules comme accablé par un fardeau secret. Tandis que tous étaient habillés avec grand soin, lui, au contraire, ne se souciait guère de sa mise. Ses vêtements étaient usés, froissés et même de loin paraissaient malpropres. Enfin, ses cheveux auraient eu grand besoin de soins attentifs d'un bon coiffeur. Doris fit signe à ses compagnons et les entraîna loin des oreilles indiscrètes. « Drôle de gens, pas vrai ?»« Qu'est-ce qu'ils fabriquent autour de cette table ?» demanda Peter. « Je n'en sais rien, » répondit Doris. « Je suis resté avec les invités jusqu'à ce que Falsel me jette un de ses regards glaciaux. L'individu aux vêtements fripés s'appelle Noxy. Vous aurez du mal à le croire, mais il est pâtissier-confiseur. Le squelette ambulant, vêtu d'orange, est Madeleine Enderby, la propre coiffeuse de Tante Pat. Elle affirme qu'elle ne vibre qu'avec la teinte orange. Si elle appelle vibrer se tortiller, alors elle vibre. Quant à la grosse blonde, c'est Mademoiselle Ken. Elle tient une boutique de produits de régime, mais ça non plus, on ne le croirait pas. Soudain, dans l'obscurité, on entendit un bruit de claquement de mains. « Allons voir ce qui se passe, » chuchota Doris. Elle entraîna les garçons vers le patio où ils arrivèrent à temps pour voir Mademoiselle Osborne tendre à Falsel un verre de cristal plein d'un liquide incolore. Falsel prit le verre sans la regarder et parut porter un toast silencieux à quelque présence invisible. Sa figure, tel un masque de plâtre, était dénuée de toute expression. Seuls ses yeux étaient bien vivants. Ils brillaient étrangement à la lumière des bougies. « Nous pouvons commencer, » annonça-t-il. Les personnes réunies autour de la table bougèrent un peu. Hannibal crut entendre l'une d'elles soupirer. « Ce soir, » reprit Falsel, « nous ne sommes pas au complet. Il se peut que nous ne puissions rien faire, mais il se peut aussi que le docteur Shaitan nous envoie l'un de ses émissaires. La voix du serpent peut nous parler à distance. Essayons toujours. » Il porta le verre à ses lèvres, puis le passa à sa voisine à la robe orange. « Notre association a de grands pouvoirs, » dit celle-ci d'une voix rauque. Elle but une gorgée de liquide incolore, ainsi quand j'ai eu des ennuis avec ma propriétaire, je... « Silence !» gronda Falsel. « Vous rompez le charme. » Madeleine Enderby se tut et passa le verre à Mademoiselle Osborne, qui but et le passa à son tour au pieux Monsieur Noxy. Celui-ci y trempa les lèvres pour le tendre à la blonde en verre, après quoi le verre vide revint à Hugo Falsel. « Asseyons-nous, » ordonna ce dernier. Chaque membre de l'étrange assemblée prit un siège. Mademoiselle Osborne appela Falsel. « Concentrez-vous et exposez votre souhait. » La tante Pat inclina la tête. « Je désire posséder la boule de cristal. Je souhaite que Margaret Compton ait un empêchement et ne puisse l'acheter. »
Ferons-nous appel à la puissance de Bélial? Oui, dit la tante Pat. Falcel promena son regard sur l'assemblée. Êtes-vous d'accord? Demanda-t-il. J'ai aussi mes problèmes, commença Noxy en gémissant. Les problèmes de chacun de nous sont les problèmes de tous, rétorqua Falcel d'un ton sévère. Demandons à Bélial d'expédier Margaret Compton en voyage, s'écria Madeleine Enderby. À quelle date déjà, ma chère? La vente aux enchères aura lieu le 21, répondit la tante Pat. Les yeux sombres de Falcel firent le tour de la table. Ainsi nous sommes tous d'accord. Se renversant sur sa chaise, il ferma les paupières, les autres restèrent assis, les yeux fixés sur la flamme dansante des bougies. Durant quelques minutes, il ne se passa rien. Les personnes réunies dans le salon gardaient une telle immobilité qu'on aurait pu les prendre pour des statues de cire. Et puis, Doris et les garçons entendirent, dans la nuit, au sein de l'obscurité presque totale, ils perçurent un son. Faible au début, il ressemblait à un léger sanglot, à une pulsation qui faisait palpiter l'air comme un immense cœur. Puis cela se mua en fredonnement, mais qui ne pouvait en aucune manière être comparé à celui d'une chanson. Cela faisait penser à un chantonnement sans mots, ni syllabes. C'était une succession de notes tantôt hautes et tantôt basses, mais qui n'étaient pas vraiment des notes. Cela perçait le tympan et devenait aussitôt très doux, vrombissant et caressant, tonnerre et murmure, un bruit fluctuant, qui s'arrêtait un instant pour éclater ensuite plus fort, comme un déferlement de vagues bouillonnantes. Les jeunes détectives sentaient monter en eux une inexprimable panique. Cette horrible chanson ne ressemblait à rien de terrestre. Une peur diabolique leur tordait l'estomac. Bob avala bruyamment sa salive, Peter respira à fond et oubliait de rejeter l'air inspiré. Seul Hannibal conserva assez de calme pour observer avec attention la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il remarqua que personne n'avait bougé autour de la table du salon. Le visage d'Hugo Falcel était tourné vers le plafond. Son immobilité était totale. Finalement, Doris battit en retraite. Les garçons la suivirent au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient du patio. L'affreuse musique, loin de diminuer, semblait les poursuivre et s'accrocher à eux, comme un être vivant. Ils ne cessèrent de l'entendre qu'une fois parvenus dans la cour de derrière. Doris s'adossa au mur de la maison. Les garçons sentirent leur peur se dissiper. « Voilà donc ce que Mary a entendu, » murmura Hannibal. Doris ne répondit que par un bref signe de la tête. Peter se passa la main dans les cheveux. « À la place de Mary, dit-il, j'aurais décampé moi aussi. » Doris soupira. « Je ne peux pas m'en aller, il s'agit de ma maison et de ma tante. C'est Falcel qui doit plier bagages. »« Ce n'est pas Falcel qui produit ce bruit. » affirma vivement Hannibal. « Je l'ai bien regardé, il n'a pas plus remué qu'une statue de marbre. » « Ce ne peut être que lui, insista Doris. Dans son box, Sterling se mit à ruer et à hennir. « Sterling !» s'écria Doris, « il se passe quelque chose. » Hannibal bondit sur la porte de l'écurie, l'ouvrit et fut renversé par quelqu'un qui en sortait comme un diable d'une boîte. Projeté à terre, Hannibal y resta étendu à demi hébété. « Babal !» appela Peter, très inquiet, en s'agenouillant près de lui. « Ça va ?»« Je n'en mourrai pas, » affirma son ami en se relevant. « Avez-vous eu le temps d'apercevoir l'homme ?» Il m'a paru de taille moyenne, dit Bob, avec une grosse moustache, une moustache tombante comme celle d'un morse. Doris tourna vers Bob un regard admiratif. Tu parais avoir tout remarqué, pourtant il fait joliment noir. Il y a un clair de lune, fit remarquer Hannibal, en pointant un doigt vers le ciel, et un bon détective doit avoir un œil de lynx, pour tout observer rapidement. Peut-être se serait-il lancé dans l'un de ces discours pompeux pour lesquels il avait une certaine prédilection si la fenêtre de la cuisine ne s'était brusquement allumée. Les garçons battirent en retraite dans l'ombre. La porte de derrière s'ouvrit, la silhouette de mademoiselle Osborne se découpa sur le seuil. « Qui est là ?»« Ce n'est que moi, tante Pat, » répondit Doris. « Je suis allé dire bonsoir à Sterling. »« Tu t'occupes beaucoup trop de cette jument. Allons, rentre vite. » La porte se referma. Une pétarade de moteurs se fit entendre sur le devant de la maison. Les invités s'en vont, murmura Bob. Revenez demain matin, chuchota Doris en retour. Compte sur nous, promit Hannibal. Doris se dépêcha de rejoindre sa tante. Filons, dit Peter, si j'entends encore cet horrible bruit, je crois que je vais m'évanouir.